Nature urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Sans plus attendre, notre billet. Nature urbaine, le billet vert. Alors aujourd'hui, pour la rentrée de notre émission, je voudrais vous parler de liens. Non pas de petits riens, bien qu'ils puissent être fins, mais d'attaches solides, de celles qui font toujours, et plus que jamais, grand bien. Car durant de longs mois, diverses actualités nous ont, chers auditeurs, tenus éloignés. Éloignés, mais reliés, comme le titre du fil info que nous avions choisi pour garder le contact avec vous au Jardin de Galie. Non, le lien ne figure pas sur le site avec le podcast de l'émission. Nous avons aussi gardé le lien grâce aux antennes de Radio Imo et de Radio Territoria largement mobilisées et sur lesquelles nous sommes très heureux d'entamer une nouvelle saison. Alors quel lien, me direz-vous, avec le titre de cette émission ? Écoutons plutôt la définition de l'Académie française, dont nous ne saurions que trop vous recommander de consulter le dictionnaire en ligne. Non, vous ne trouverez pas non plus le lien dans le podcast de cette émission. Alors l'Académie écrit que le lien est ce qui permet de serrer en entourant, de lier entre divers objets ou les différentes parties d'un objet. Un lien de jonc, d'osier, de paille, le lien d'une gerbe, d'un fagot. Et oui, sous la coupole, les immortels, qui sont d'ailleurs avec deux L, E-S de jolies fleurs, en latin Helichrysum, qui ressemble au curry par l'odeur, eh bien, nos immortels pensent aux plantes pour décrire un mot. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot ? Non, hélas, ils ne me l'ont encore jamais demandé, et sans doute, heureusement pour vous. Alors, la définition du mot lien fait donc référence au vivant. On pourrait également, pour s'en convaincre, citer les lianes. Non pas l'Éliane, ma marraine, que je salue ici, mais ce qui est une plante grimpante dont la tige flexible et très allongée s'enroule et s'attache au tronc et aux branches des arbres. Et cela s'emploie surtout pour désigner plusieurs espèces de la forêt tropicale. Alors on pense, en cette période de fin de vendange, à la vigne, mais aussi, en plantes d'origine tropicale, dans nos intérieurs, au splendide monstera, alias philodendron. Le lien, c'est aussi, d'après l'Académie, ce qui rapproche, met en relation deux choses, établit un rapport entre elles. On pense notamment au lien de cause à effet, et notamment à l'interdépendance des acteurs économiques. Comme me le disait d'ailleurs samedi Emmanuel, coiffeuse chez Alvarez, avant tout cela, avec tout cela, on voit bien que nous sommes tous en lien. Ces liens s'incarnent aussi par la solidarité et nous pensons tout particulièrement à nos confrères de l'événementiel que cette radio continue d'accompagner. Alors que faire aujourd'hui ? Plus que jamais, après des mois à vivre distanciés, tout ce qui nous lie est apprécié. Le printemps avait, au travail, un petit air de Gainsbourg et son comic strip. Hangouts, Teams, Zoom, Skype. Pardon, nous n'avons pas trouvé la marque de visioconférence adaptée à la chute de cette citation. Mais heureusement que les liens Internet, qui sont définis comme connexion pour relier des programmes, des parties de programmes, des données, des documents, des sites ou des pages sur la toile, ont fonctionné. Mais n'avons-nous pas aujourd'hui envie de vivre de vrais liens, tangibles, physiques, sensibles, sensuels, rapprochés, parfois rugueux, effilochés, élastiques, bref, vivants ? Et si nous avions besoin d'un médiateur pour nous habituer à nouveau au contact physique, tout en respectant mieux des injonctions sanitaires certes fluctuantes, mais, et ce n'est là que mon humble avis, plus facile à critiquer qu'à élaborer. Et pourquoi pas par hasard, la nature ? Car durant le confinement, les Français ont exprimé clairement leur souhait de contact avec le vivant. Tout d'abord, d'après un sondage IFOP pour BNP Paribas Real Estate, réalisé en avril, 81% d'entre eux mettent en tête des critères pour leur prochain logement l'accès à un espace extérieur. Tandis que la pratique du jardinage a, elle, explosé pendant le confinement, 43% des Français jardinant davantage dès le premier mois, d'après Mano. La crise a révélé la grande difficulté à vivre la densité sans accès à des espaces ouverts et sans lien avec la nature. Et je vous invite à ce propos à lire la tribune que nous avons écrite, publiée en version longue par Enlargure Paris et en version raccourcie avec les professionnels de l'immobilier engagés dans un magazine spécialisé. En fait, je crois que nous allons mettre tous ces liens avec le podcast. Et si dans les bureaux aussi, le lien avec le vivant s'incarnait par un développement significatif des potagers et d'autres dispositifs comme les bureaux d'extérieur. Je dis cela au hasard, car au Jardin de Galie, nous aimons à le rappeler, le végétal, c'est vivant, c'est vital, ça fait du bien, ça crée du lien.
Alors créons des liens avec la nature pour mieux nous relier, même à distance minimale, même masquée. Continuons de nous lier d'amitié, d'amour, de passion, d'intérêt. Car le lien, c'est enfin, reprenons la définition de l'Académie, ce qui unit deux ou plusieurs personnes, les attache par des relations de diverses natures. À l'immortalité est la devise des académiciens. Et la période que nous traversons nous rappelle, parfois avec violence, la beauté et la fragilité de la vie, si difficile qu'il soit de l'accepter. Alors pensons donc à la préciosité des liens qui nous unissent et à celles et ceux qui nous entourent et cultivons-les comme notre jardin, évidemment. Nature urbaine, l'interview, première partie. Eh bien, démarrons tout de suite cette émission avec une question. Quel rapport, ou plutôt quel lien avec nos invités d'aujourd'hui? Oui, quel lien avec la ville durable? La ville durable, puisque c'est de ce dont il s'agit. Un livre, Fabriquer la ville durable, que je vais vous montrer pour celles et ceux qui nous suivent par la vidéo, voilà, vient de paraître au mois de juin aux éditions Le Moniteur. Et je suis très heureux d'accueillir deux de ses co-auteurs, Olivier Ortega et Benoît Ricard. Olivier et Benoît, bonjour. 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 Alors Olivier, vous êtes avocat, vous êtes fondateur et associé du cabinet Lexity, vous avez rédigé plusieurs rapports pour le plan bâtiment durable et vous avez coordonné cet ouvrage dont vous m'avez confié il y a quelques mois maintenant la rédaction du chapitre dévolu évidemment à la nature en ville. Voilà un premier lien entre la ville durable et le vivant et cette émission, mais ce n'est pas le seul et nous y reviendrons. Et Benoît, vous êtes le cofondateur et le directeur général de Inergie. Vous avez écrit un chapitre dont vous êtes un spécialiste, Imaginez les réseaux énergétiques pertinents. Alors nous allons y revenir tout de suite, mais tout d'abord, Olivier, vous êtes régulièrement invité sur les antennes des web radio éditions et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous indiquer les raisons qui ont motivé l'écriture de cet ouvrage? Alors on s'est dit qu'il y avait en France une pratique de la ville durable qui était intéressante et qui méritait d'être retracée dans quelque chose d'un peu plus ample qu'un article ou une contribution sectorielle. Alors d'abord, on a choisi de parler de ville durable et pas de smart city. Et précisément parce que la ville durable à la française, elle est smart, mais pas que. Et notamment, l'idée de smart city renvoie malheureusement trop souvent à une ville qui serait exclusivement assise sur du numérique et sur une ville connectée. Alors bien entendu que le numérique et la ville connectée font partie de la ville durable, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce que nous, on a voulu dire, c'est qu'il n'y a pas que ça et que la ville durable à la française, elle va au-delà de ça. Donc elle est numérique, mais pas seulement. Alors elle est aussi sobre et je pense que ce qui est important, c'est de travailler une ville qui lutte contre l'étalement urbain. On connaît tous aujourd'hui les méfaits de l'étalement urbain. On connaît tous aussi l'aversion du public pour les mots de densification, de villes denses. Ça fait peur, ça repousse. Et la ville durable, qui sont des quartiers de ville en réalité, cherche à allier une vraie densité avec un confort de vie, avec un agrément de vie. Souvent, des architectes rappellent que le haussmannien, c'est très dense et pour autant, ça n'est pas perçu comme quelque chose qui est repoussoir. Donc voilà, la ville durable, elle est d'abord économe de l'espace. Elle est ensuite économe des matériaux et des ressources naturelles. Donc on aura l'occasion d'en reparler probablement, mais la ville durable, elle cherche à réutiliser, à remployer des matériaux qui existaient avant. Et la ville durable, c'est aussi de la rénovation et pas que de la construction neuve. Elle est économe en énergie. Benoît parlera des réseaux, et donc bien entendu qu'on cherche à limiter les dépenses en énergie. Elle est économe en déplacement. Aujourd'hui, on a un motto qui se développe sur la ville du quart d'heure. C'est bien cette idée-là, c'est d'avoir à proximité de déplacement à pied ou en mobilité douce, 15 minutes ou en tout cas pas beaucoup plus, ce qui est essentiel. L'alimentation, l'éducation, la culture, voilà, pour faire très, très simple. Elle est sobre en carbone. On sait tous que l'enjeu pour la planète, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est le deuxième émetteur carbone derrière les transports. Donc, bien entendu qu'il faut travailler là-dessus. Au passage, quand je dis ville du quart d'heure, je dis ville qui limite les déplacements et donc qui traite à la fois le carbone du bâtiment et le carbone de la mobilité. Ça, c'est un premier élément très important de la ville durable telle que nous l'avons comprise. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est une ville inclusive. C'est une ville pour ses habitants. C'est-à-dire que la ville durable aujourd'hui, elle est souvent perçue comme une ville technologique. Technocentrée, oui. Technocentrée, une ville d'ingénieurs.
ce qu'elle a probablement été et qu'il faut qu'elle continue à être sur une partie, mais pas seulement. Et donc la ville durable, c'est aussi une ville qui est agréable à vivre pour ses habitants. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait des déplacements en 15 minutes en mobilité douce, ça rend évidemment la ville agréable. Mais il faut que les habitants trouvent leur place. Moi, je suis toujours très étonné que quand on parle de Smart City à l'étranger, les étrangers parlent d'une ville qui devrait être une ville non ségrégée. C'est le mot qu'ils utilisent. En France, cette idée-là nous est étrangère. Non pas qu'on n'ait pas quand même dans nos villes des quartiers qui sont un peu limités en termes de mixité sociale, ça existe, il ne faut pas dire le contraire, mais pas du tout dans les proportions qui existent à l'étranger. Pour un Français, aménager une ville durable ou un quartier de ville durable suppose évidemment une mixité sociale. Aucune collectivité territoriale n'envisagerait de ne pas avoir cette réflexion-là. Donc ça, c'est un point très important et ça explique la présence de logements sociaux, de logements intermédiaires dans ces projets de ville durable. Et puis, la durabilité, c'est inclusif, c'est aussi d'inclure la nature en ville. Alors Pierre en parlera beaucoup mieux, mais le fait de mettre de la nature, ça n'est pas qu'un objectif de sensibilisation de la population à la nature, même si cet objectif-là, il est parfaitement louable et il mérite probablement qu'on rediscute notre rapport à la nature. J'invite tous ceux qui veulent à aller lire tous les cours d'anthropologie sur la nature, Philippe Nicolas et tous ceux qui ont suivi par exemple, mais aussi parce que ça permet d'être mieux en ville. Et là, on l'a bien vu avec le confinement, d'accéder à des espaces verts a été un vrai sujet pour tous ceux qui sont dans de l'urbain pur et dur. Voilà. Absolument. Il y a Baptiste Morisot aussi que vous pouvez aller lire en complément. Pardon, Olivier, je faisais le. Et donc voilà, donc on a voulu parler de cette ville-là, qu'on a appelée la ville à la française, parce que c'est vrai que quand on voit la ville durable abordée par des étrangers, je pense notamment à des anglo-américains, elle n'est pas tout à fait dans cette catégorie. Tout ce que je viens de dire là n'est pas évident dans le projet qui s'est développé par exemple au Canada, alors que pour nous, c'est quasiment là des fondements toujours présents. Et alors, vous parlez de ville durable à la française, alors que ça part d'un même contexte, et c'est très bien rappelé en introduction de l'ouvrage, c'est la définition des ODD, les objectifs du développement durable. Mais il y a une French touch, comme il y avait dans la musique il y a quelques années, pour la fabrication, la conception, et on le verra avec Benoît, la maintenance de la ville durable. C'est bien cela que vous affirmez ici. Oui. Vraiment, je pense qu'on est extrêmement vigilant dans la conception de ces villes-là au fait de mixer des objectifs de pur développement durable, des objectifs sociaux et des objectifs de qualité de vie ensemble. Les projets ne sont pas que du développement immobilier pur et dur, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, le processus par lequel on construit des villes durables en France est un processus qui passe pour l'instant par des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire des concours d'idées. Une collectivité publique qui maîtrise un foncier dit, voilà, sur ce foncier-là, j'ai un projet et elle fixe des axes directeurs structurants. Sur cette base-là, des groupements candidatent. Et ils candidatent pour dire, voilà quelle est notre vision et voilà quel est notre projet d'aménagement et de construction. Ils utilisent évidemment la très grande qualité des maîtrises d'œuvre dont on dispose en France, alors la maîtrise d'œuvre architecturale et toutes les maîtrises d'œuvre techniques, et qui ont beaucoup d'imagination pour trouver des projets qui se déploient sur ce territoire en respectant habituellement l'histoire de son territoire, son passé très souvent, qui réfléchissent à comment on insère ce territoire dans ce qui existe autour. On est dans un tissu, nous, urbain déjà. Donc, quand on parle de ville durable, c'est un quartier durable. Il y a de la ville autour. Et donc, d'ailleurs, pour voir la différence entre la ville ségrégée à l'anglo-américaine et la ville à la française, quand vous sortez d'un quartier à pied, d'un quartier durable en France, et que vous rentrez dans un quartier, je veux dire, normal qui existait avant, vous ne le voyez pas. Il n'y a pas de couture. C'est totalement invisible, peut-être parce que les bâtiments ne se ressemblent pas, mais pas plus. Il n'y a pas de clôture avec un gardien et des chiens pour empêcher de rentrer ou de sortir de cette zone-là. Ça n'existe pas chez nous. Et donc, cette approche-là, elle est très spécifique, alors à la France, peut-être à l'Europe. Très bien. Et c'est très intéressant ce que vous dites à propos de la vision techniciste ou d'ingénieur de la ville.
qui ne va pas sans une considération de l'humain et des usages. Nous aborderons, je l'espère, durant cette saison, le thème du bras droit du baron Haussmann, Alphand, qui était un ingénieur et qui a, entre autres, dessiné la ville de Paris telle qu'on la connaît, sur son volet vert, notamment en le pensant comme ce qu'on appellerait aujourd'hui des infrastructures vertes. On le voit bien, ce qu'il en reste quelques siècles plus tard, ce sont des aménités aussi et pas seulement des infrastructures techniques qu'on a besoin peut-être de réactualiser. Alors, les chapitres de cet ouvrage, sans les lire un par un, au fond, ils sont représentatifs de la diversité de cette acception de la ville durable et puis de cette spécificité française. Vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé de matériaux. Quels exemples vous pouvez nous citer de chapitres de cet ouvrage qui, je le rappelle, est disponible aux éditions du Moniteur? Alors, ce qu'on a fait, et c'est pour ça que le titre du livre, c'est « Fabriquer la ville durable », on a essayé de dire comment se déroulait un projet de ville durable. Et donc, on a traité 3 étapes très classiques, très simples, la conception de la ville durable, la réalisation de la ville durable et après la vie de la ville durable. Comment elle fonctionne, comment elle se rénove. Donc, on a pris ces 3 étapes et ces 3 étapes nous ont amené à traiter des thématiques finalement assez nombreuses. On a 16 chapitres qui se répartissent dans ces 3 étapes. Au passage, c'est 16 chapitres de 10-12 pages chacun, donc c'est facile à lire. On peut prendre une thématique, lire 10-12 pages, on en a fait le tour, on peut y réfléchir, et prendre une autre thématique, plutôt dans l'ordre, puisqu'on est dans la chronologie, mais il n'y a rien d'obligatoire à ça. Au passage, ça nous a amené à faire travailler ensemble 29 auteurs. Donc on a 29 auteurs qui sont chacun des experts dans leur domaine, qui sont venus dire comment, aujourd'hui, ils pratiquaient sur leur champ de compétences la ville durable. C'est-à-dire que ce livre dresse un état de l'art à la date où il est sorti, c'est-à-dire 2020-2021, et contient également quelques pistes d'évolution et de développement. On trace quelques traits sur le futur, même si c'est toujours dangereux. Vous savez, Pierre Dac disait les prévisions sont difficiles, surtout quand elles portent sur l'avenir. Bon, c'est quand même ce qu'on a essayé de faire en donnant quelques pistes de choses possibles et d'évolutions qui nous paraissent possibles. Alors, dans c'est un livre qu'on lit. Oui, allez-y, je vous en prie, Olivier. La planification, la conception, le choix des projets, les bâtiments communicants, on traite la blockchain, l'économie circulaire, la gouvernance de la ville durable, la nature en ville, évidemment. La neutralité carbone, les bâtiments mutables. On a écrit ça avant le Covid. On voit bien qu'avec le confinement, le fait d'avoir un bâtiment qui sert de bureau, de logement, bref, qui sait évoluer, est quelque chose qui est absolument indispensable. On est en plein dedans. C'est un thème qui est traité. Ok, très bien. Et donc, nous y reviendrons, je pense. Nous allons consacrer plusieurs émissions parce que, effectivement, comme vous le dites, on peut prendre un chapitre, aller au bout et apprendre plein de choses. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec Benoît à propos des réseaux énergétiques. Et vous le verrez, l'approche est très simple, y compris pour les non-experts. C'est vraiment la consigne que nous avons reçue de votre part, Olivier, pouvoir être entendu et lu et compris surtout par un large cercle. Et c'est aussi la vocation de cette émission que de porter à connaissance de nos auditrices et de nos auditeurs qui sont spécialistes de l'immobilier, de la ville, mais plutôt des généralistes, eh bien de comprendre des notions relatives au vivant. Et comme le vivant, vous l'avez dit, s'inscrit dans la ville durable, eh bien aussi les autres disciplines. Alors vous concernant, nous allons aborder dans une autre émission les aspects juridiques, même si Benoît va en parler pour son chapitre. Et vous avez rédigé un chapitre avec votre équipe qui s'appelle « Le pilote de la ville durable ». Alors un petit peu en forme de teasing, pour prendre un anglicisme. En très résumé, de quoi s'agit-il pour que ça nous donne envie d'écouter une prochaine émission dévolue à ce sujet? Alors, on a voulu traiter ce thème parce qu'il prête souvent à confusion et on se dit que comme ces quartiers prennent des tailles de plus en plus importantes, on a certains quartiers qui aujourd'hui sont autour de 200 000 m² construits, donc c'est vraiment un beau morceau de ville. On se dit que ce quartier-là, il est autonome et que finalement, il fait un peu sécession par rapport à la ville. Et donc, nous, on veut essayer d'expliquer comment il faut piloter ce quartier en bonne intelligence avec la ville qui est autour. Moi, je ne crois pas du tout au quartier à la plaque indépendante. Ça n'existe pas chez nous, ça ne pourra pas exister d'ailleurs, je pense. Mais pour autant, comment on fait pour partager ensemble toutes les infrastructures communes qu'on a décidé de mutualiser? Parce que la ville durable, pour faire de l'économie dont je parlais tout à l'heure, notamment des matériaux, des équipements, des infrastructures, des investissements. On a un chapitre aussi consacré au financement de la ville durable et à toutes les externalités
qu'elle permet, eh bien, il faut mutualiser. Alors, comment on organise la propriété collective de ces nouveaux équipements? Comment on partage plus d'espace? Voilà. Et ça, c'est le sujet de la gouvernance de la ville durable, c'est-à-dire quels sont les outils, et au bout d'un moment, il faut qu'ils soient juridiques, pour qu'on pilote ensemble, en bonne intelligence. Et ça, c'est très intéressant lorsque l'on parle des sujets qu'on a évoqués plus tôt, comment mieux vivre la ville malgré une densification avec des espaces partagés pour tous. Et nous y reviendrons très certainement. Alors, nous allons marquer une petite pause avec un reportage qui nous conduit en Seine-Saint-Denis à l'école Méhul à Pantin. Et nous avons suivi une classe de moyenne et de grande section pour la première animation de leur potager. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Pantin, en Seine-Saint-Denis, à l'école Méhul. Une école publique, une école maternelle, dont nous allons découvrir le projet de potager. Je suis avec Antoine Deloison, animateur à la ferme ouverte de Saint-Denis, une ferme de Galie. On a commencé par revoir avec les enfants ce qu'ils savaient de ce qu'était un légume, les différents types de légumes. On a vu ensuite de quoi un légume avait besoin, de quoi une plante avait besoin pour bien pousser. Et une fois qu'on avait fait ce petit point théorique et sensoriel, parce que bien sûr à chaque fois on faisait sentir des aromatiques, on faisait toucher des choses. Ensuite on a passé à la pratique, c'est quand même parfois le plus intéressant. Et on a planté donc, dans des petits bacs potagers différents légumes, différentes aromatiques, des fleurs aussi, en plein milieu de la cour de récréation pour que les enfants puissent voir tout ça grandir au fur et à mesure de l'année et profiter des récoltes bien sûr. Sabrina Henny, vous êtes enseignante. C'est un partenariat qui m'a été proposé par l'OCCE donc, pour faire un test sur les carrés potagers. Et puis donc, on devait commencer l'année dernière et tout a été installé à la veille du confinement. Donc on n'a pas pu les utiliser. Donc là, c'est un report du projet qui tombe très bien puisqu'on arrive avec la saison automnale, le meilleur moment pour les plantations. Et ça nous permet de faire un travail tout au long de l'année sur les plantations, les légumes de saison. Et le plus important, c'est qu'en fait, on travaille sur l'environnement et la réduction des déchets. Et donc, l'environnement, consommer des fruits de saison, des choses qui viennent d'à côté de chez nous. Et donc ça, c'est un travail qu'on a commencé l'année dernière. Comment faire pour réduire ces déchets? Donc, ils ont cherché des pots de yaourt en verre, ne pas acheter des légumes en sachet. Toutes ces choses-là, on a parlé de l'océan, la pollution des océans, et donc on en est arrivé en fin d'année à conclure que les fruits et les légumes, si on mange une mangue qui vient du bout du monde, finalement on pollue beaucoup et c'est pas du tout ce dont on a envie. Donc on se recentre vraiment sur qu'est-ce qu'on mange en ce moment, parce que finalement ils vont tous faire leurs courses, il y a des tomates toute l'année, il y a des courgettes toute l'année, et on ne sait plus ce qui est de saison. Donc c'est vraiment pour aller dans cet apprentissage et sur le local, le bio et surtout la saison. Et d'ailleurs, pour la réduction des déchets, on a un lombricomposteur. Et je suis avec Fabrice Michel de l'OCCE. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors l'OCCE, c'est l'Office central de la coopération à l'école. C'est une association complémentaire de l'école depuis de nombreuses années, reconnue d'utilité publique et qui a vocation d'éduquer les enfants à la coopération, à la citoyenneté, à travers notamment des projets comme le jardinage à l'école. L'idée, c'est vraiment de construire un projet avec les enfants qui va durer, on l'espère, toute l'année. Et puis la particularité de Madame Henny, c'est de faire le choix systématique d'avoir des classes à 2 niveaux. Donc l'idée également, qui était déjà celle de l'année dernière avant le confinement, c'était d'avoir un projet qui puisse durer même sur 2 ans avec une cohorte qui est en moyenne section cette année et qui sera en grande section l'année prochaine. On est effectivement maintenant au début de ce projet, c'est fabuleux. Anaïs Chambos de Caresser. Caresser est une solution qui permet de mettre en place des projets potagers grâce à des bacs potagers en bois, du bois non traité, et on a notamment 3 gammes, une gamme de bacs au sol, une gamme de bacs à hauteur et une gamme de colonnes et murs motagers pour s'adapter à différents types de publics. On travaille beaucoup avec les collectivités, notamment les écoles et les EHPAD, pour lancer des projets de potager et d'ateliers de jardinage. Tu veux dire ce qu'on a planté ? On a planté des plantes et aussi on a arrosé. On a fait des graines. Des graines ? Des graines de quoi ? Des graines de... je sais pas. Des graines...
Des graines de radis. Et de quoi encore? Et de... Ma- et de... Et de mâche. Oui. Je t'assure. Qu'est-ce qu'on a planté d'autre, Aïssa? On a planté de l'ail. De l'ail, oui, très bien. Quoi encore? Des graines d'épinards. Des graines d'épinards. Bien. Rachel, qu'est-ce qu'on a planté? Des fraises. Des fraises, oui. Quoi d'autre? Des choux. Cassis, framboise, de l'ail, des mûres, il me semble, de la lavande, du basilic, de l'oseille. Retour sur le plateau de Natures Urbaines. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. Et tout de suite, la deuxième partie. Nature urbaine, l'interview, deuxième partie. Alors, nous nous adressons maintenant à Benoît Ricard. Nous sommes toujours avec Olivier Ortega et Benoît Ricard pour l'ouvrage Fabriquer la ville durable, paru aux éditions du Moniteur. Voilà, je ne suis pas encore prêt pour l'écran vert. Alors Benoît, tâchons maintenant de définir et de parcourir ensemble ce qu'est un réseau d'énergie et quels en sont les facteurs clés de succès. Alors tout d'abord, ma première question, qu'est-ce qu'un réseau d'énergie ? C'est assez simple. Un réseau d'énergie, en fait, c'est un système qui consiste à produire et à distribuer de l'énergie à des consommateurs. Alors, au sens où on l'aborde dans l'ouvrage dont il est question ici, on parle d'énergie thermique, c'est-à-dire de chaleur ou de frigorie, enfin de froid, mais on pourrait aussi aborder la question du réseau d'énergie électrique, du réseau électrique. Là, on va se cantonner à la chaleur et au froid, autrement dit à la thermie. Donc, on peut imaginer une production, c'est une grosse chaudière, et la distribution, ce sont des gros tuyaux qui arrivent dans des immeubles ou dans des maisons pour distribuer cette chaleur ou cette frigorie. Et donc, on parle là de réseau primaire, et ensuite, les petites conduites sont le réseau secondaire, c'est bien ça ? Absolument. Alors, si on veut être un peu plus précis, vous avez raison, on parle de primaire entre la production et la distribution jusqu'au pied des immeubles, dans lesquels on va trouver des locaux techniques qui abritent ce qu'on appelle des sous-stations, et on a un échangeur, le terme ad hoc, c'est un échangeur de chaleur, où deux réseaux se croisent, le réseau primaire qui cède, si j'ose dire, sa chaleur, c'est le principe de l'échange, au réseau secondaire, ce sont des plaques qui se croisent, et le réseau secondaire alimente lui ensuite l'immeuble d'habitation, ou de bureau, ou de commerce, ou le gymnase, etc. Et ces réseaux, ils se font à l'échelle d'un quartier plutôt, c'est ça la bonne échelle pour un réseau d'énergie ? Oui, absolument. Alors, on va parler de réseau d'énergie strictement dès qu'il y a deux consommateurs. En réalité, dans les faits, on parle de réseau énergétique à l'échelle d'éco-quartiers. Alors, il y a des réseaux qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, qui alimentent des quartiers dans leur ensemble. Aujourd'hui, pour créer un réseau d'énergie, il y a des seuils de mètres carrés construits. Soit on est sur un réseau de distribution de chaleur uniquement, et le seuil pour que ce soit rentable et déployable va se situer autour de quelques milliers de mètres carrés construits. Si on a un réseau qui a vocation à distribuer et du froid et du chaud, et c'est cela dont on va reparler plus précisément, alors il faut compter plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés pour pouvoir mettre en œuvre la chose. Donc oui, c'est bien à l'échelle de quartier que se déploient des réseaux d'énergie. Très très bien, ces fameux connectés au reste de la ville existante pour être reliés, faire le lien encore une fois avec ce que nous disait Olivier tout à l'heure. Alors, dans l'ouvrage, vous abordez un principe fondamental qui est celui de la thermodynamique. Alors, tous nos auditeurs n'ont pas fait d'études scientifiques, et même si tel est le cas, elles sont parfois lointaines, et nous avons plus ou moins d'affinité avec le sujet. Alors, c'est une gageure, mais ce que je vais vous demander, c'est de nous expliquer, de manière peut-être simplifiée, ce qu'est ce principe de thermodynamique qui est fondateur pour les réseaux énergétiques. Alors, je vais essayer en effet de le faire le plus simplement et pédagogiquement possible. Il faut comprendre que la thermodynamique, le principe, c'est qu'avec de l'électricité, on alimente une machine que l'on appelle généralement pompe à chaleur ou thermofrigopompe ou groupe froid, et cette machine va assurer un transfert d'énergie d'un espace à un autre. Je prends un exemple concret. Un climatiseur, par exemple, que tout à chacun connaît, va retirer de la chaleur dans une pièce
et en retirant cette chaleur dans la pièce, va la rafraîchir et transférer cette chaleur à l'extérieur. C'est ça le principe de la thermodynamique. Alors évidemment, cette chaleur transférée à l'extérieur, soit elle est perdue et elle repart aux petits oiseaux, soit elle est exploitée, c'est ce qu'on appelle la récupération de chaleur fatale, qui est très intéressante quand on a par exemple du refroidissement de data center, ou bien on a eu l'occasion, nous, chez Énergie, de travailler à la récupération de chaleur fatale liée au refroidissement de l'accélérateur de particules du CERN, qui est implanté à la frontière franco-suisse et qui permet d'alimenter une partie de la commune de Ferney-Voltaire. Je ne sais pas vous, Olivier, mais j'ai tout compris, alors que le sujet n'est pas tout à fait simple. Bravo, bravo Benoît, cette question n'était pas du tout préparée et vous vous en sortez brillamment. Alors, nous y reviendrons plus sérieusement, mais quelles sont dans un projet de mise en place de réseaux énergétiques les dimensions clés, je dis dans la mise en place, mais devrais-je dire dans la vie du réseau énergétique, car tout ne se passe pas avant la livraison. Expliquez-nous. Alors, si je prends l'exemple de mise en place, en effet, d'un réseau d'énergie, à contrario d'une extension de réseau qui existerait déjà, il y a des conditions à vérifier. D'abord, on va se préoccuper de bien appréhender les besoins d'énergie qu'implique la création ou l'alimentation par le réseau d'un quartier. En face de ces besoins, on va aller regarder quelles sont les ressources disponibles. On a parlé à l'instant de récupération de chaleur fatale. Un data center implanté à proximité constitue une ressource. Une nappe phréatique peut constituer une ressource pour de la géothermie sur nappe. La mer peut constituer une ressource. On a là encore, pour essayer d'étayer avec des exemples, travaillé sur la mise en place du réseau d'énergie sur le quartier des Fabriques à Marseille. L'énergie est utilisée à partir de celle qui est proposée par la mer. Donc, les besoins et les ressources d'une part. Secondo, quand on va vouloir créer un réseau d'énergie à la fois de distribution de chaud et de froid, on va regarder quelle est la concomitance des besoins. Est-ce que quand mon centre commercial, dans lequel on va devoir produire beaucoup de froid et qui va donc émettre du chaud, est-ce que cela se produit au même moment que j'ai besoin de chaud, par exemple, pour de l'eau chaude sanitaire dans des logements? Ça, c'est très intéressant. Une fois qu'on a regardé ces aspects techniques, on regarde le volet financier de la chose pour être à peu près certain que toutes les parties prenantes vont s'y retrouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont investir, qu'ils soient aménageurs, promoteurs ou tiers investisseurs, sont dans des équations acceptables. Ceux qui vont utiliser l'énergie ont un tarif également acceptable au regard de ce qui est accessible sur le marché. C'est-à-dire que, est-ce qu'au final, quand je prends ma douche, ça me coûte plus ou moins cher que si j'avais une chaudière gaz dans mon appartement? Aussi simple que ça. Et enfin, pour les acteurs que l'on appelle opérateurs ou exploitants des réseaux d'énergie, est-ce que l'équation économique, là encore, au regard de ce qu'on appelle un TRI, un taux de retour sur, un taux de retour sur investissement, est acceptable? Technique, finance, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des seuils de mètres carrés construits en deçà desquels la question de mettre en place un réseau ne se posait pas. Et puis, on va ajouter à ça la réflexion, je reprends ce que vous disiez, de temps long. On s'installe dans des durées de 25 à 30 ans. Comment est-ce que l'on peut d'abord organiser, Olivier en parlait tout à l'heure, juridiquement le montage d'une affaire comme ça? Est-ce qu'on est dans un marché de travaux et puis un marché d'exploitation? Et puis la collectivité reste l'interlocuteur des futurs usagers? Est-ce qu'on est dans un schéma de délégation de services publics ou bien une concession de type privé? Tout ça doit être pesé, s'organiser. Et j'en viens à l'exemple et au chapitre écrit par Olivier sur le pilote, qui va, in fine, et dans la durée de vie de ce contrat, organiser le pilotage, le contrôle du fait que les objectifs sont atteints comme ils doivent l'être, ou bien, si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? D'ailleurs, dans l'ouvrage, mais je vais vous laisser compléter, il y a un acronyme qui est très simple à retenir, qui est le CREM. Conception, une passation de marché en conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et pour le paysagiste que je représente, ça a beaucoup de sens, puisque là aussi, la nature se traite sur le temps long et on a souvent des ruptures dans les projets entre la conception, la mise en place et puis la vie longue, qui elle aussi est sur plusieurs dizaines d'années. Je referme la parenthèse puisque vous alliez peut-être y arriver.
Olivier, peut-être un mot? Oui, moi j'avais un mot à dire sur le CREM, c'est ce type de contrat global-là qui donc mixe la conception, la réalisation, l'exploitation, maintenance, est le seul qui permet de prendre des obligations de résultat, puisque c'est le même opérateur, qui peut être un groupement d'entreprises évidemment, qui est à tous les bouts de la chaîne, il peut garantir le résultat auquel il va arriver. Alors que quand on est dans un schéma où on coupe chacune de ces étapes, chacun dira que celui d'avant n'a pas forcément fait ce qu'il fallait pour arriver au bon résultat. Et au final, personne n'est responsable de rien. Si on veut arriver, et c'est bien l'objectif de ces projets-là, à un résultat garanti, et c'est l'avocat qui utilise le mot garanti, ça veut dire qu'il sera là, soit en vrai, soit au travers d'une indemnité, mais donc il y sera. Un résultat garanti, le seul moyen, c'est que celui qui en est responsable maîtrise tous ces maillons de la chaîne. Alors, derrière ce mode d'évolution juridique, j'ajoute un dernier item, terminé sur les clés et les facteurs de succès d'implantation d'un réseau d'énergie, c'est le facteur d'implication des acteurs finaux. Je m'explique. Trop souvent, on déploie ces sujets sans se préoccuper de la manière dont ils sont retranscrits auprès des futurs utilisateurs. Et je vais prendre un exemple, pour ne citer que celui-ci. Quand on reçoit aujourd'hui une facture d'énergie parce qu'elle est sur un réseau énergétique, c'est assez ésotérique, c'est assez compliqué à comprendre. Je pense qu'il y a une grande marge de progrès et que ça permettra encore d'accélérer le phénomène d'implantation des réseaux d'énergie. Alors, on le voit, il y a une étape importante de conception, la mise en œuvre, la maintenance et la relation aux usagers sur ce temps long, y compris pour des choses aussi simples que la facture énergétique que chacun et chacune est amené à payer. Quel est le contexte réglementaire maintenant qui, alors sans aller forcément à l'article près, mais nous sommes avec Maître Ortega, nous ne pouvons pas passer à côté de certaines précisions. Quel est le contexte réglementaire qui à la fois favorise et encadre la définition des réseaux énergétiques? Alors, juste un mot avant de parler du contexte réglementaire stricto sensu. Il y a un contexte général et politique qui est qu'on se préoccupe beaucoup de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Je veux parler des émissions de gaz à effet de serre et principalement du CO2 et du lien avec le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Et puis naturellement, ce qui se passe sous nos pieds, où on essaye de faire en sorte de ne pas amenuiser les réserves d'énergie fossile. C'est ça aussi la réflexion générale. Strictement sur le plan juridique, il y a deux choses peut-être à retenir et Maître Ortega me complétera si j'oublie quelque chose. D'abord, la loi d'août 2015 qui s'appelle Transition énergétique vers une croissance verte, qui prévoit de multiplier par 5 la distribution de chaleur et de froid délivrée à partir d'énergies renouvelables et multiplier par 5 d'ici 2030. Et puis ensuite, le code de l'urbanisme qui prévoit qu'une opération d'aménagement implique une étude de faisabilité d'approvisionnement énergétique par un réseau, lui-même alimenté en énergie renouvelable. C'est les deux textes principaux auxquels je pense. Maître Kies, donc voilà, et d'ailleurs ça me permet de vous dire qu'on a des petits gestes entre nous, puisque je remercie Benoît et Olivier d'avoir maintenu cette date malgré des conditions sanitaires complexes, et nous ne remercierons jamais assez la régie technique qui permet aujourd'hui de nous avoir en lien, le fameux lien internet numérique dont nous parlions tout à l'heure, et qui fait que nous pouvons nous parler aujourd'hui. Alors, Benoît, vous avez déjà développé des exemples. Est-ce que vous voulez plus précisément donner un exemple dans un secteur d'activité ou d'un réseau énergétique, ou est-ce qu'on a déjà balayé l'essentiel avec data center, centre commercial, etc. À proximité, puisque nous sommes en Île-de-France, j'ai cité tout à l'heure Marseille et la thalassothermie, j'ai cité Ferney-Voltaire et la récupération de chaleur fatale. Juste dire que à Issy-les-Moulineaux s'est développé un quartier qui s'appelle ici Cœur de Ville, qui nous a donné l'occasion, Maître Ortega et moi-même, de travailler chacun dans nos domaines de prédilection et d'expertise, et que c'est un quartier qui est alimenté à partir de géothermie, et cette géothermie, donc on va prendre l'eau de la nappe qui est plus chaude que l'air l'hiver et plus froide que l'air l'été pour faire ou du chauffage ou de la climatisation, lesquels seront délivrés à des logements, à des bureaux, à un gymnase, à une école, et tout ça représente 100 000 m² de surface construite. Donc, ce sont des opérations intéressantes qui a en plus
une particularité, une singularité, c'est que c'est un bail civil qui régit tout ça, c'est-à-dire que c'est un contrat privé où l'aménageur, qui devient ensuite promoteur, met en place un réseau dédié au quartier. Très bien. C'est un exemple que vous pourrez donc aller, chères auditrices et chers auditeurs, parcourir. Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? La question, en vous entendant, je me dis, elle est double. Combien ça coûte pour qui? Alors moi, je vais vous donner ma réponse, si vous me permettez, Pierre. C'est que ce qui nous intéresse avant tout, c'est combien ça coûte pour l'utilisateur final. Combien ça coûte en investissement? Évidemment, ça va beaucoup dépendre, mais de façon régulière et constante, il faut se préoccuper de savoir combien ça va coûter à l'arrivée. Alors, pour ne pas tourner autour du pot ou être trop langue de bois, je dirais que sur des réseaux d'énergie qui sont matures parce qu'ils existent depuis longtemps, d'une part, et parce qu'ils distribuent des habitations, des logements un peu anciens, donc consommateurs d'énergie, donc l'amortissement des investissements se fait plus facilement, c'est une réalité. On arrive à être dans des échelles de grandeur entre 6,5 et 8,5 centimes, pardon, 6,5 centimes d'euros et 8,5 centimes d'euros par kilowattheure. Il faut mettre ça en comparaison de ce que vous coûte le gaz si vous êtes en habitat collectif ou individuel, et de l'ordre de 6-7 centimes d'euros. Donc, on est complètement comparable au gaz. Sur les réseaux qui s'implantent aujourd'hui, la question est un peu plus compliquée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on consomme moins d'énergie à la sortie. Vous savez qu'on construit mieux, entre guillemets, en tout cas dans le sens où on construit des logements et des bureaux qui consomment moins d'énergie. Donc, tout ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre de façon très vertueuse pour l'environnement va aussi s'amortir moins bien puisqu'il y a moins de recettes. Et donc là, les prix grimpent un peu. Je regardais récemment un peu des notions de benchmark. On est plutôt sur du 11 à 15 centimes d'euros du kilowattheure qui nous rapproche là plutôt des tarifs électriques que des tarifs gaz. Donc, il y a souvent besoin d'un coup de pouce. Et je pense aux aides et aux subventions proposées par l'ADEME de façon à ce que ça reste compétitif en investissement. C'est le petit paradoxe, mais néanmoins, comme on consomme moins, si l'unité est plus coûteuse, bon an, mal an, la facture est assez comparable. Voilà, mais ça, c'était important de le préciser pour nos auditeurs, même si, on le sait, le chiffrage varie beaucoup suivant les projets. Alors, il y a une notion extrêmement importante dans votre ouvrage, c'est dans votre chapitre, comment est-ce qu'on évalue la performance environnementale? Je crois qu'il y a deux notions, le fait, la quantité d'énergie renouvelable et réutilisable, les ENR et R, c'est cela, oui, et le CO2. Absolument. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, il y a en effet, mais vous les avez cités, le critère du taux d'ENR et R, énergie renouvelable et de récupération, qui doit être supérieur à 50% si on veut déclencher un taux de TVA réduit sur l'ensemble de la facture, et qui aujourd'hui, compte tenu des objectifs environnementaux, je dirais, à la page, sont à viser autour de 60 à 70%. Et je dirais qu'un taux d'ENR à 70% est un excellent taux d'ENR. Entre 50 et 70, ça a le mérite d'exister et c'est bien comme cela. Et ensuite, on a un taux de CO2 qui s'apprécie en grammage de CO2 par kilowattheure d'énergie distribuée. Alors ça, ce sont souvent des ordres de grandeur et des unités que l'on a moins en tête. On peut retenir que le grammage de CO2 par kilowattheure de chaud doit se situer entre 50 et 100, voilà, fourchette large, et le grammage de CO2 en froid autour de 10 grammes, à ceci près que si on a besoin de froid l'hiver, exemple des data centers, ce grammage va être bien supérieur, puisque vous savez comme moi qu'il est bas quand l'électricité est nucléaire. Or, l'hiver, l'électricité n'est pas que nucléaire. Donc, il remonte. Absolument. Merci pour cette explication. Peut-être une dernière question, mais vous l'avez déjà abordée et on arrive bientôt au terme du temps qui nous est imparti. La gouvernance du projet et l'importance des usages, je pense qu'on peut insister là-dessus. Si vous aviez un petit mot à rajouter, ce serait lequel? Je ferai référence à la simulation énergétique dynamique, qui est un outil en état de l'art exceptionnel pour bien apprécier les besoins d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, puisque cela peut se faire à l'échelle de quartier,
et apprécier le profil de consommation des actifs selon leurs usages. Et c'est à partir de cette appréciation que l'on peut écaler les bons dimensionnements de réseau d'énergie et vérifier ensuite dans la vraie vie que tout cela se passe conformément aux attentes ou bien réagir s'il y a des difficultés. Très bien, merci Benoît. Je pense que nous avons toutes et tous appris beaucoup de choses pour un sujet qui est complexe, mais vous l'avez vu, qui est tout à fait abordable. Alors, pour terminer sur les liens avec la nature, je pense à plusieurs liens en lisant votre ouvrage et en vous écoutant aujourd'hui. Tout d'abord, la biomasse, qui est une énergie renouvelable à faible impact CO2, qui peut être une source d'énergie pour les énergies renouvelables, bien que c'est une forme d'exploitation ou d'utilisation plutôt des services rendus par la nature. Je pense aussi, et vous l'avez largement cité, à l'utilisation de la chaleur fatale des bâtiments, des centres commerciaux, des data centers. On peut notamment utiliser cette chaleur pour cultiver des végétaux, parfois même sous serre, et je cite d'ailleurs des travaux qui ont été menés en ce sens par le bureau d'études de Galie pour différents maîtres d'ouvrage. Et puis enfin, peut-être un point qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, le fait que ces réseaux permettent de mutualiser les sources de chaleur ou de froid, et donc de libérer de la place, cette fameuse place que l'on recherche beaucoup et qui peut servir à implanter des espaces communs de nature pour tout le monde, pour faire référence à ce que nous a dit Olivier. Et puis enfin, surtout le lien avec l'humain. Et ce n'est pas une pirouette, je ne me raccroche pas aux branches, l'importance de la gouvernance, du temps long, de la maintenance qui a été évoquée, du lien avec les usagers, de la formation des acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les opérateurs techniques et notamment ceux qui sont en aval de la chaîne. Eh bien, c'est toute la vocation de cette émission et nous espérons, chères auditrices et chers auditeurs, y avoir répondu aujourd'hui. Je rappelle et je dis merci à nouveau à Olivier Ortega, avocat cofondateur de Lexcity, et à Benoît Ricard, cofondateur et directeur général de Inergie, la publication de ce livre aux éditions Le Moniteur, Fabriquer la ville durable, avec pour sous-titre mise en œuvre technique, juridique et financière. Cette émission a été préparée avec l'aide et le coaching précieux de Fanny Bourdin, grâce à la ténacité de Sylvain et Olivier, et bien sûr, nous les remercions en régie à Jason et Théo. Alors portez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et surtout, restons en lien. Nature urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet en partenariat avec les Jardins de Galie.